Le 26 juin 1988, le Phocéa quitte le port de New York. C'est l'un des plus beaux voiliers au monde. Son propriétaire s'appelle Bernard Tapie. Ce jour-là, il prend la mer avec 15 hommes d'équipage et quelques invités. L'homme d'affaires se lance dans une nouvelle aventure. Il veut battre le record du monde de la transatlantique avec passagers. C'est une idée qu'il a eue pratiquement en même temps qu'il a acheté le bateau, quoi. Il a voulu revenir aux sources de ce bateau qui était au départ un bateau de course. C'est un défi symbolique. C'est le symbole de pouvoir œuvrer à travers les éléments déchaînés, je dirais, autour de lui. Hein. C'est ça un peu. Hein. Après les affaires, le football et la politique, Bernard Tapie s'improvise capitaine au long cours. Et comme souvent pour lui, c'est aussi une question d'image. Il y a des aventuriers qui le font par le goût de l'aventure, il y a des hommes d'affaires qui le font par le goût de l'argent pur. Non, Tapie, il fait les choses par goût de faire savoir. Sur le bateau, on avait trois caméras, je crois. Donc moi, j'en prenais une, il y avait les 2 caméramans. On part dans la plus route un peu nord, on fait pas le tour, on regarde comme une chasseur. Regarde un peu. Tu as vu comment ça s'emballe? Regarde une fois. Les 2 premiers jours ont été formidables, on marchait très bien. Et puis on était dans des conditions idéales, quoi. Beau temps, du vent, les dauphins nous accompagnaient. Bernard était très cool, très heureux. C'était le bonheur d'ailleurs, on était tous ravis de partir, mais pour Bernard c'était le bonheur. Je dois dire que je réalisais pas vraiment. Je me disais, ok, il va traverser l'Atlantique. Je mesurais pas le danger que ça allait être et l'épreuve que ça allait être. Car après 2 jours de navigation, le Phocéa se retrouve au beau milieu de l'Atlantique Nord. Et sur sa route, une tempête est annoncée. Contre l'avis du capitaine, Bernard Tapie décide de maintenir le cap, quoi qu'il arrive. Là où le capitaine, il dit, bon, ok, c'est sympa, il a envie de battre leur corps, mais on va peut-être essayer de pas mourir. Lui, il dit, non, moi je veux battre leur corps et on s'en fout de ce qui peut se passer. Il faut que ça avance, il faut qu'on batte le record. Il y a la tempête, on s'en fout, on réduit pas la voile, on y va, on fonce. Voilà. C'est sa logique. Il est revenu, je me rappelle, il a dit, bon maintenant, je vous envoie à un endroit où vous allez appeler votre mère. Donc il était tout content, tout émoustillé. Et puis effectivement, on s'est retrouvés dans la tempête. Force 10, pendant 48 heures, ça a été l'enfer. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais halluciné. Jean-Paul Jourde a été tétanisé, il s'est pris une crise de phobie. Il a vu toute cette masse d'eau autour de lui. J'étais persuadé qu'on allait y rester. Mets du mot, François, vraiment, on est mal, là. Allez, c'est bon. Pourquoi tu donnes pas? Borde un peu. Oui, je lui dis, Bernard, tu es sûr de ce que tu fais là? Parce que, bon, il va quand même de notre vie, quand même. Et, oh, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, c'est un bateau formidable, il n'y a aucun problème. Voilà. Et ça devient le commandant, alors qu'il a jamais fait de voile avant. Il est à bloc à nous pousser, à renvoyer de la toile et c'est vrai, il est vraiment dedans. Il était complètement excité, complètement dans la course, quoi. Complètement, il était ravi. C'était un challenge pour lui, mais pour moi, ça frisait à l'inconscience, quoi. Tu te dis, bon, ça y est, il est parti encore, voilà, quoi, il est parti. Poussé au maximum par Bernard Tapie, le Phocéa finit par atteindre ses limites. Et au 4e jour de course, c'est l'incident. Et à un moment, il y a une grosse vague qui arrive. Le bateau, il se couche. Ce monstre
ce monstre avec des mâts de 40 mètres qui se couche, c'est énorme. Et puis ça fait un bruit. On a l'impression que tout va péter. C'est bien. Ouais, c'est bien. On est tous à la timonerie les uns sur les autres. On se croirait dans une mêlée de rubis, quoi. Je veux dire, on est en croix complet. On se chie dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il peut y avoir une déferlante qui vient dans l'autre sens et qui nous renverse complètement, et là on y reste. Ou alors il faut attendre qu'une vague nous relève. Ça dure une éternité, ça dure une éternité. Puis le bateau s'est relevé. Le bateau se relève. Et à ce moment-là, on a pu le remettre sur sa trajectoire initiale, et puis voilà, c'est reparti. Après 48 heures de tempête, le Phocéa reprend sa route et il parvient à rejoindre Saint-Malo en moins de 8 jours. Bernard Tapie a réussi son pari avec son équipage. Il vient de battre le record du monde. Tapie, moi, il m'a épaté en faisant ça. Moi, j'aime bien les gens qui font décoller les avions, même quand ils ne savent pas où est la piste d'atterrissage. J'aime bien cette confiance. On a alterné l'angoisse, l'euphorie, la griserie, la trouille. Mais enfin bon, on a vécu ça bien, comme une belle aventure d'homme. Et ils m'ont tous dit, ton père, c'est un fou. Je le savais déjà. Donc moi, j'étais moins surpris qu'eux. Nombreux sont ceux qui avaient probablement oublié cet épisode de la vie de Bernard Tapie. Un parmi tant d'autres, celui du navigateur. Une ligne de plus sur le CV d'un parcours hors norme, le parcours d'un aventurier. Il y a le Tapie chanteur, acteur, l'animateur de télévision, le chef d'entreprise, et puis le politique. Le personnage de trop peut-être, dira-t-il finalement. Car après la lumière viendra l'ombre, le temps des affaires, des bras de fer sans fin avec la justice. Bernard Tapie a tout connu, le meilleur comme le pire, la gloire et la chute, les victoires et la prison, la ruine et le rebond, jusqu'à cet autre combat contre le cancer. Alors comment est née toute cette histoire qui a fasciné la France entière durant plusieurs décennies? Il est difficile de remonter le fil de sa vie, de revendiquer la vérité. Il y a tant de sincérité, de bluff, tant d'éloquence et d'embrouille, tant de cohérence et finalement tant de contradictions. Quelle version de l'histoire allons-nous vous raconter? La sienne, la vraie ou les deux? Bernard Tapie, comment vous avez fait pour en arriver à être le grand patron que vous êtes? Du départ? Ouais. Bon, donc mon départ, c'est... Je suis fils d'ouvrier. Je reçois une éducation sur le plan affectif exceptionnelle. Il ne sort pas d'un milieu où on vous porte à être un dirigeant, où on vous porte à être un grand entrepreneur. Non, non, il est né vraiment dans la France d'en bas. Et c'est ici que Bernard Tapie a grandi, au Bourget, dans la banlieue nord de Paris. Au début des années 50, sa famille habite le premier étage de cette petite maison. On avait 3 pièces, donc une normale, une petite et une petite cuisine. Voilà, ça se résumait à pas grand-chose. Hein. C'est pas miséreux non plus. Il n'y a rien de misérable chez les Tapie. C'est le milieu prolo de la France de l'après-guerre, pauvre, honnête, bosseur. Mon mari faisait beaucoup d'heures de travail. Et d'ailleurs, il voyait jamais ses enfants. Quand il partait, il dormait. Et quand il revenait, ils étaient encore couchés. Bernard Tapie et son frère ne voient donc pas beaucoup leur père. Leur mère, en revanche, est omniprésente. Tapie, en réalité, a été extrêmement protégé. Il a une mère qui visiblement l'adorait. Ça lui donne une confiance extraordinaire. C'est même fondamental. C'est-à-dire qu'au fond de cette espèce de force qui va comme ça qu'il a, il y a, je crois, l'amour d'une mère. Et cette force de caractère, Bernard Tapie l'exprime dès son enfance. À l'école déjà, il ne tient pas en place. À l'école, il était insupportable. Il était très remuant. Il ne pouvait pas rester 2 minutes assis. Un jour, j'ai eu la maîtresse et elle dit jamais il est à sa place.
J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Attachez-le. Elle dit, c'est ce que j'ai fait, je l'ai attaché à son siège. C'était plutôt un bon élève, mais en même temps extrêmement turbulent. C'était le trublion. C'était, j'allais dire déjà, le trublion. Trublion, mais pas insouciant. Lorsque Bernard Tapie devient adolescent, il n'a qu'une envie, être indépendant et gagner sa vie. Je fais mes études, toujours limite, jamais très brillante, mais jamais non plus très mauvaise. Ça me permet de passer d'une classe à l'autre. Ensuite, je travaille l'été pour pouvoir me permettre d'aller un peu plus loin. J'ai fait le charbonnier de 13 ans jusqu'à 17 ans. C'est pas moi qui lui ai trouvé la place, c'est lui qui s'est débrouillé. Donc s'amuser, son argent de poche, tranquille. Et en enchaînant les petits boulots, Bernard Tapie trouve rapidement sa voie. Ce sera le commerce. Le déclic a lieu le jour où un vendeur de télévision frappe à la porte de ses parents. C'est un vendeur qui nous a présenté un télé, Bernard était là. Et donc il a laissé faire son boulot. Et Bernard lui a dit, c'est pas du tout dans le coup là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il me dit, attendez, moi j'ai une idée, est-ce que vous acceptez que je vienne avec vous ou que je vende avec vous et j'aurai ma part? Et voici l'idée de Bernard Tapie, elle est simple, prêter des téléviseurs aux gens du quartier avant de les convaincre de les acheter. Et il a fait ça dans 5 à 10 appartements. Résultat des courses, 48 heures après, il revenait, les gens disaient, ah oui, formidable, ah mais attendez, on voudrait les garder, et ils l'ont acheté. Il avait tellement de bagou. Ah oui, ça alors, là il était imbattable. C'était vraiment un baratier alors. C'est un don, savoir vendre. Je veux dire, et lui, il avait ça. C'est un jeune homme dynamique qui a saisi en quelques années que tout était possible. Je savais qu'il avait beaucoup d'ambition déjà. Les années passent et Bernard Tapie va trouver le moyen de percer dans les affaires. Il a à peine 30 ans lorsqu'il commence à racheter des entreprises en difficulté pour les revendre, une fois redressées. Comme je n'avais pas tellement d'argent, je me suis forcément attaché à des sociétés qui ne valaient rien. Et les seules sociétés qui valaient rien sont des sociétés qui s'étaient cassé la figure. Il se dit là qu'il y a un bon filon et au fond, la reprise d'entreprise, là encore, ça colle merveilleusement au tempérament de Bernard Tapie. On peut faire des profits très rapides et importants et en même temps, on peut avoir publiquement l'image de celui qui vient sauver des gens. Mais ce n'est pas toujours cette image de Robin des Bois que Bernard Tapie construit durant toutes ces années. Il est souvent considéré comme un opportuniste qui cherche à faire de l'argent facilement. C'est un homme qui achète des entreprises, qui les transforme et qui les transforme un peu à son profit. J'achète des entreprises en difficulté, je les dépaisse en partie et puis je les revends ensuite en y introduisant des allures de redémarrage, de redynamisation. Il est l'incarnation d'une forme de brutalité capitaliste, financière, affairiste. Donc le type qui vient pour gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. L'ambivalence est déjà bel et bien là dans les années 80. Le yin et le yang, le bien et le mal. Bernard Tapie ne s'arrête pas à ces détails, il avance et il va se faire connaître du grand public avec un premier coup que l'on peut qualifier à minima d'étonnant. Octobre 1979, Bernard Tapie va prendre la direction d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a rendez-vous avec l'un des hommes les plus détestés de la planète, Jean Bedel Bokassa. Bokassa, c'est un banni, un proscrit, le monde entier lui en veut. C'est l'image du dictateur dans le tiers-monde, c'est le méchant. Un mois auparavant, l'empereur autoproclamé de Centrafrique a été renversé par un coup d'État mené par les services secrets français. Toute la presse à l'époque ne parle que de cela. On s'est mis à accuser de tout, c'est-à-dire de cannibalisme. Et donc tout d'un coup, la France s'est mise à le haïr. Et dans cette agitation médiatique, Bernard Tapie pense qu'il y a peut-être un coup à jouer. Bokassa possède en France plusieurs châteaux de grande valeur. L'homme d'affaires va alors tenter de s'en emparer.
On l'imagine en train de regarder les photos de ces châteaux, ou peut-être même simplement d'y penser en se disant quel formidable coup je pourrais faire avec ça. Il se dit qu'il va être adulé si il vole le voleur. C'est une idée de dingue, ouais. Alors qu'il a fait 35 ans que personne ne le connaissait. Mais il s'est dit, bon, allez, on va tenter le coup, je vais essayer de lui reprendre ces châteaux-là. Et le 4 octobre 1979, Bernard Tapie arrive chez Jean Bedel-Bokassa. Il vit désormais ici, en exil, avec une partie de sa famille, à Abidjan. Il est en exil assigné à résidence, qui se retrouve là avec une dizaine de ses derniers enfants et sa dernière concubine. Moralement, il est plus qu'affaibli, le mot est faible. Le type est complètement désemparé, malheureux, rongé par l'alcool, par la déchéance. Bokassa n'est donc plus que l'ombre de lui-même. Et Bernard Tapie va ce jour-là tenter d'en profiter en lui racontant un énorme mensonge. Il lui explique que ses biens vont être saisis par l'État français. Mon grand-père est affolé et il craint de se retrouver dépossédé. Bernard Tapie lui confie tout ça avec beaucoup d'aplomb et de sérieux. Et il lui dit, la seule solution, c'est que tu me vendes tous tes châteaux et tes biens, comme ça on ne pourra pas te les prendre. C'est un énorme coup de bluff, oui, c'est le grand coup de bluff. Bernard Tapie propose alors à Bokassa de lui racheter ses châteaux pour seulement 10% de leur valeur. Là, vous voyez déjà le jeune Tapie, avec un culot absolument monstre, c'est-à-dire le flambeur. Il fonce, il essaye, il mise, après il gagne ou il perd. Bokassa trouve la somme dérisoire, pleurniche, hurle, mais il n'a pas le choix, et finalement, il signe. Mais au moment d'apposer sa signature, Bokassa interroge l'homme d'affaires pour un petit détail. Il y a marqué Jean Bedel-Bokassa, profession. Il est là, il dit à Tapie, mais qu'est-ce que je mets ? Et Tapie lui dit, empereur sans profession. Au bluff, Bernard Tapie vient donc d'obtenir de l'empereur déchu la vente de ses châteaux. Seulement, il s'interroge sur les conséquences de tout cela. L'affaire est peut-être finalement trop grosse pour lui. Alors, pour être inattaquable, il s'envole très vite pour New York. Lui, le jeune homme d'affaires français inconnu, rejoint le siège de l'UNICEF et il annonce qu'il va faire don de cet argent à une œuvre humanitaire. Il va surfer sur la haine ou le mépris que les gens éprouvent pour Bokassa. Là, il la joue Robin des Bois, c'est Robin Hood pour les Américains. C'est-à-dire, je prends l'argent des riches pour les donner aux victimes. Robin Hood. Et ça marche. Les médias américains sont séduits. Pour la première fois de sa vie, Bernard Tapie fait la une d'un journal, et pas n'importe lequel, le New York Times. Ses confrères américains doivent se dire, tiens, qu'est-ce que c'est donc ce drôle de personnage ? Il a une sacrée belle gueule, il est jeune, il fait du business. Ça a été une bonne opération de communication pour Bernard Tapie. Une opération de communication qu'il va falloir tout de même maîtriser. Car la une du New York Times est très vite reprise par la presse française, et en France, on s'interroge davantage sur ses méthodes. Comment Bernard Tapie a-t-il réussi à convaincre Bokassa ? À l'époque, la journaliste Patricia Coste tente d'en savoir plus. C'était un agitateur professionnel, avec derrière des zones d'ombre. Bernard Tapie finit par accepter l'interview de la journaliste, mais ce jour-là, c'est lui qui va fixer les règles, et même le scénario de l'entretien. Il me propose de partir dans une de ses voitures, qui était très belle. On fait un petit tour. Et dès la première question sur Bokassa, c'est le coup de théâtre. Et pour reprendre l'affaire Bokassa, qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'est que j'avais l'opportunité de faire ce que 98% des Français avaient envie de faire. Dans un sondage Louis Harris, 98% des Français se sont... Tiens, voilà le fils Bokassa d'ailleurs, ouais. Appelle-le, il va s'arrêter. À ce moment-là, quand on était avenue des Champs-Élysées, passe la voiture du fils de Bokassa. Ouais, celui qui arrive là, c'est Saint-Cyr Bokassa. Vous allez pouvoir faire un truc fabuleux là. Au feu rouge, si tu te magnes un peu, on le rattrape. Voilà.
Alors ça, je vais vous dire, vous êtes faire un truc en direct là qui est génial. Il dit, vous tenez un truc formidable. Enfin, il a pensé le scénario, il pense toujours les scénarios. Il pense la mise en scène. C'est génial. L'opportunité qui est là, comme par hasard, absolument parfaite, du fils Bokassa qui est là. Bah moi, je marche immédiatement, j'ai pas le temps de réfléchir. Vous ouvrez la glace arrière? Salut, viens me faire... Salut Saint-Cyr, comment tu vas? Ça va très bien. Je te présente. Bonjour monsieur. Antenne 2, une journaliste et un... Voilà. Alors que tout le monde cherche à comprendre où est l'imposture, Bernard Tapie brouille ainsi les cartes en montrant qu'il a encore de bons rapports avec la famille Bokassa. On vient me chercher sur ce que je voulais faire, est-ce que j'ai voulu escroquer Bokassa, au fond, est-ce que je suis un imposteur? Et puis j'emmène tout le monde là où personne ne m'attendait. Monsieur Tapie avait déjà de très bons talents de comédien. Finalement, vous ne saurez rien sur ce que j'avais vraiment l'intention de faire dans cette affaire, mais en tout cas, je vous prouve ce que jamais vous n'auriez imaginé, c'est-à-dire que je suis du dernier mieux avec les proches de Bokassa. Mais regardez, je l'ai mangé, Bokassa. Regardez, le fils, il se plaint. Ça, c'est rappelez-vous que c'est le prince aîné. Ça prouve en tout cas qu'il connaît la famille. Bien. Tu vas à mon bureau, là? Tu y allais? Non, j'ai un rendez-vous, là. Je passerai peut-être... Ok, salut. Il les embobinait. Comme il m'a embobiné, il embobine tout le monde. C'est un artiste. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut absolument qu'on essaie de savoir qu'est-ce que ça cache, pourquoi c'est faire, dans quelle optique, et qu'on regarde bien partout s'il n'y a pas un polype qui traîne quelque part. Bon, il faut être de temps en temps un peu plus cool et savoir dire qu'il y a des gens qui font des trucs pour faire des trucs. Bernard Tapie bluffe, joue, mais perd finalement, car la supercherie finit par être démasquée. Bokassa, à ce moment-là, quand même, qui n'a pas perdu totalement sa tête, contacte Giscard. Et Giscard et Élysée disent, mais attendez, il n'est pas question de nationalisation, ni de réquisition, ni de rien du tout. La vente des châteaux est alors annulée et rien ne sera versé à l'UNICEF. Mais étrangement, personne n'y prêtera vraiment attention, car les médias sont déjà passés à autre chose. Il est convaincant, il en sort avec un... Qu'est-ce qu'il est beau, chaleureux, dynamique. Il est l'image de la réussite en marche. L'effet médiatique avait été trouvé et on a parlé d'un jeune homme d'affaires complètement dingue, justement, qui voulait s'emparer des châteaux de Bokassa pour les donner à l'UNICEF. Ce qui l'intéresse, la presse, c'est ce qui brille. C'est ce que Tapie a compris et c'est comme ça que très longtemps, elle boira, mais avec délectation et bonheur, les aventures de Bernard Tapie. Ces aventures, les Français les suivent donc avec attention. La presse relaie ses faits et gestes. Le client est trop bon et il va très vite devenir populaire. En 1985, ils sont même 25% à le voir occuper un jour le poste de Premier ministre. Il n'en fallait pas plus pour que Bernard Tapie soit séduit par l'idée. La politique, vous avez envie d'en faire ? La politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, non, mais faire de la politique, j'aurais envie d'en faire. Comment ? En apportant quelques solutions à des problèmes que je connais bien, par exemple. C'est sûr que cette tentation-là, elle est présente très vite, très tôt. C'était inéluctable qu'il aille vers ça. Puis la politique, c'est le pouvoir suprême, donc c'est la tentation suprême. Quand on a réussi dans les affaires, on a réussi dans le sport, la sirène qui vous appelle derrière, c'est la politique. Et là encore, Bernard Tapie va surprendre. Tout le monde l'attend à droite, mais c'est à gauche qu'il veut s'engager, aux côtés d'un homme, François Mitterrand. Il n'était pas socialiste ou à gauche, c'était Mitterrand, un grand homme. Voilà, il le voit comme un grand. Il sait qu'en France, si on veut faire de la politique, il vaut mieux être proche du pouvoir, en tout cas. Le côté souverain de François Mitterrand l'excite aussi. Et qu'il a envie de s'y frotter. Alors, en 1987, Bernard Tapie se lance. Il demande à son ami Jacques Séguéla, l'un des conseillers du président, de lui organiser une rencontre. J'aurais beaucoup de mal à monter le déjeuner parce que tout l'entourage de Mitterrand sera contre, en disant perdez pas de temps avec Cité énergumène, il est dangereux, ça va être relaté dans la presse. Tous ceux qui étaient membres du secrétariat national du parti, on était tous sur cette logique. Je veux dire, ça, il nous apparaissait pas comme incarnant une idéologie du Parti socialiste. Moi, je dis à Mitterrand, écoutez, il va entrer en politique.
ce serait une catastrophe de le perdre pour la gauche. Et finalement, François Mitterrand accepte. La rencontre doit avoir lieu ici, au domicile de Jacques Séguéla, et Bernard Tapie va vraiment s'y préparer. Il s'était préparé pendant une semaine, jour et nuit, à cette réunion. Il ne faut pas croire qu'il arrive et qu'il gesticule. Non, tout est concentré. Il est très excité par l'idée de se frotter à une personnalité de ce genre et de lui montrer que lui-même n'est pas quelqu'un qui est fait pour jouer les seconds rôles. Ce jour-là, Tapie passe en quelque sorte son grand oral. Et voici ce qu'il exprime. Il va faire un discours populiste, de racines, de sens du peuple, d'humeur sociale, hallucinant. Je vais voir Mitterrand bouche bée. Mitterrand a été un peu bluffé, si j'ose dire, par cette force, cette énergie, cette combativité. Il a quand même tout de suite mesuré qu'il avait affaire à une personnalité hors norme, en dehors des clivages habituels. Et à la fin, Mitterrand me dit merci pour ce déjeuner. J'ai trouvé l'homme politique tel que je l'ai toujours souhaité. Et François Mitterrand va s'en souvenir. 1 an plus tard, alors qu'il vient d'être réélu, il propose à Bernard Tapie de se présenter aux élections législatives sous l'étiquette « majorité présidentielle ». C'est à Marseille que Bernard Tapie va mener sa première bataille électorale. D'abord parce qu'il y est très populaire depuis qu'il a pris les commandes de l'OM, le club de football marseillais. Mais surtout parce qu'il y a un défi à relever, faire barrage au Front National. L'étoile Tapie est apparue à un moment où les idées extrémistes, les idées xénophobes dominaient la scène publique. Jean-Marie Le Pen vient de faire un score extrêmement élevé au présidentiel. Il frôle les 30% sur la ville de Marseille. Ils vont organiser d'ailleurs en 1988, au stade de Vélodrome, un très grand meeting qui va réunir plus de 20 000 personnes. Devant cette démonstration de force du Front National, au sein même du stade Vélodrome, Bernard Tapie n'a qu'une idée, battre Jean-Marie Le Pen pour marquer son entrée en politique. La gauche patauge devant le Front National, elle ne sait pas comment le prendre. Et Tapie comprend que là, il a peut-être un rôle pour lui. Il y avait le combat et tout ce qu'il pouvait en tirer derrière. Il détestait l'homme et puis il rêvait de, comme on dit, de se le faire. Et il m'avait dit un jour je vais me le faire. Mais pour se présenter dans la même circonscription que Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie a besoin de l'accord de cet homme, Michel Peuzet, le leader des socialistes marseillais. Et il découvre alors un adversaire qu'il n'avait pas prévu. La circonscription de Le Pen, tout le monde la veut. Donc on ne va évidemment pas laisser s'implanter un type qui est beaucoup plus connu que tous, qui a l'accès aux médias, qui contrôle l'Olympique de Marseille et qui aura un boulevard vers la mairie. Tapie m'appelle. Il me dit, bon, alors j'arrive, je suis candidat contre Le Pen. Je dis, ça non. Non, vous vous trompez là. Contre Le Pen, jamais. Il n'était pas question qu'il puisse se légitimer d'avoir battu Le Pen. Ça, c'est pas possible. Il faut surtout pas lui faire ce cadeau. Pour moi, c'est une espèce à la fois de fanfaron, à la fois de truqueur, à la fois de... C'est tout ça pour moi, Tapie. Il me rappelle, il remet la pression, je dis, je ne lâcherai jamais. Bernard Tapie n'est donc pas le bienvenu dans son propre camp. Michel Peuzet ne cédera pas et il l'inscrit dans une autre circonscription où, cette fois, tous les sondages le donnent perdant. C'est un secteur qui était vraiment dédié à la droite, une droite forte. C'est un petit cadeau empoisonné. Mais en fait, il sous-estime les capacités politiques de Bernard Tapie. Car Tapie est loin d'être découragé. Et de la même façon qu'il s'est lancé dans les affaires, il entre en politique sûr de sa méthode et de sa réussite. Il s'investit à 8000% et il y va. Assure-toi qu'ils ont des cartes postales, c'est ça qu'il faut là. Des cartes postales, merde, je les ai fait pour ça. Hein? Quel dommage que vous votiez pas tous. Hein? C'est la vente.
Il vendait lui, mais il se vendait formidablement comme il savait vendre des téléviseurs. Il se montre plus démagogue que les vieux professionnels de la politique marseillaise. Il parle comme on parle au bistrot et pas comme on parle au Palais Bourbon. N'oublie pas, partie de boule la vie. Sur la forme, il a une façon extraordinairement populiste de tenir le discours politique. Excellente dette de campagne. Et alors, il est là. Et une fois encore, ça marche. Sur le terrain, Bernard Tapie séduit les électeurs et il remonte peu à peu dans les sondages. Il y avait un engouement incroyable. Quand il allait faire des marchés, mais c'était la descente des Champs-Élysées quand tu gagnais la Coupe de France, tu vois, c'était pareil. C'est vrai que sur le terrain, les gens viennent, les gens le saluent, les voitures s'arrêtent, les gens sortent des voitures, les jeunes femmes sont tout à fait séduites. Je veux dire, il y avait une espèce de vague comme ça qui le portait. Et pour gagner des voix, Bernard Tapie s'adresse même aux électeurs du Front National. Pour les rallier à sa cause, il emploie des méthodes musclées, jamais vues en politique. Il les affrontait, il les engueulait. Il voulait leur rentrer dedans. Vous êtes des salopards, Le Pen, écoutez ce qu'il dit. Il leur citait des phrases de Le Pen et il essayait de les ramener comme ça. Et il va même aller encore plus loin. Un soir de campagne, il décide de s'inviter à une réunion du Front National pour créer, on va dire, un électrochoc. Il me dit, on va aller à un meeting du Front. Je lui dis, ah bon, tu crois que tu vas pas te faire écharper? Non, on y va. Ce jour-là, les militants du Front National sont rassemblés dans une petite salle du centre-ville de Marseille. Il rentrait dans la salle et il s'est assis. T'imagines bien, quand Tapie rentre dans la salle d'un meeting de Le Pen, t'as quelques petits huées. Tapie lève le bras et dit, écoutez, si vous me donnez la parole, je vous dirai ce qu'on ferait, nous, sur l'immigration clandestine à Marseille. Il saute sur l'estrade. Il dit, écoutez, moi, je vais vous dire, si j'étais au pouvoir à Marseille, eh bien, je mettrais tous les clandestins, quels qu'ils soient, les sans-papiers, dans des navires. Puis là, il dit, et puis on coule les bateaux, une fois qu'on est au large. Ouais! Applaudissements de la salle, et il dit, vous voyez, je parlais d'un massacre et vous applaudissez. C'est pas Le Pen qui est une ordure, c'est vous. Et le même matin, quand vous regardez dans la glace, eh bien, gerbez-vous dessus. Et je me rappellerai toujours que les applaudissements ont commencé à s'arrêter. Il y avait un silence de mort et là, je lui dis, on s'en va parce que là, tu vas te faire lâcher. Tout au long de sa campagne, Bernard Tapie a surpris par ses méthodes. Alors quand arrive le soir des résultats, tout le monde s'interroge. Quel sera son score ? Nous sommes le 12 juin 1988. Dans sa permanence électorale, le candidat Tapie attend les résultats du second tour au milieu de ses supporters. Lorsque l'on a le dépouillement de tous les résultats, et lorsque l'on fait les totaux, on s'aperçoit que Tapie est élu. Toutes les victoires, on est toujours content. Surtout là, j'ai l'impression que ça a été très très dur. On avait un retard épouvantable. Et finalement, voilà, c'est fait. Bon, ça y est, on a gagné. Et Bernard Tapie et le staff s'en vont et vont tourner une interview pour une chaîne de télé. Bernard Tapie doit intervenir en direct dans le cadre de la soirée électorale. Le duplex a lieu ici, dans ce grand hôtel. Il a hâte de célébrer sa première victoire politique. Donc, il monte à l'hôtel avec son épouse et moi-même. Je suis à ses côtés. Tapie est sûr d'être élu. Donc, il arrive triomphant. Mais il y a un problème. Depuis son départ de la permanence, les résultats ont changé. Tapie l'apprend à quelques minutes de l'antenne. Tessier annonce qu'il a 99 voix d'avance sur toi. Et les calculs qu'on fait, c'est 300. On a gagné, puis arrivé à l'hôtel, on a pas gagné. Laurent, appelle la permanence. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un résultat qui donne 99 voix de plus à Tessier. Et là, il est véritablement assommé. Je veux dire, ça l'assomme, cette annonce l'assomme. Ah, sur le moment, il a pris très mal.
Alors là, c'était l'horreur. C'était l'horreur, la douche froide. Et moi, ouf, j'étais assez heureux qu'il soit battu, disons-le. Mais Bernard Tapie ne veut pas en rester là. Et il n'a pas l'intention de laisser filer la victoire. Alors en plein direct, il conteste les résultats. Il y a 1 heure, on m'annonçait vainqueur avec 277 voix d'avance. Et puis, lorsque toutes les serviettes se sont ramassées pour aller au bureau central, on est revenu avec 80 de retard. On est en train de décompter de nouveau à la mairie, parce qu'il y a des erreurs qu'on n'arrive pas à comprendre. Il ne croit pas à ce qu'on lui annonce. Il ne comprend pas. Donc il est persuadé qu'il s'est passé quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Et c'est le Conseil constitutionnel qui devra trancher ce litige électoral. Le 26 novembre 1988, l'élection est finalement invalidée. Quelques mois plus tard, un nouveau vote est organisé et c'est Bernard Tapie qui remporte la victoire. Je vous avais promis qu'on la gagnerait, on l'a gagné! Lui est allé jusqu'au bout, il n'aurait pas lâché. Parce que c'est un homme qui ne lâche pas. Une victoire comme une première médaille politique, on appelle cela une entrée réussie. Très vite, Bernard Tapie entend grandir, faire ses preuves face aux cadors nationaux, comme il les appelle. Parmi eux, il en est un qui est dans son viseur. Personne n'ose l'affronter sur les plateaux de télévision, mais lui va accepter la confrontation. Nous sommes en octobre 1989 et un grand débat sur l'immigration est organisé à la télévision avec comme principal invité le président du Front National. Mais Jean-Marie Le Pen fait peur et la chaîne a beaucoup de mal à lui trouver un adversaire. Au départ, l'idée, c'était de trouver soit un des dirigeants du Parti socialiste, soit un membre du gouvernement. Je téléphone à beaucoup d'hommes politiques, mon ami Gérard Carrero aussi, nous appelons tout le monde. Les hommes politiques de l'époque avaient peur de Le Pen. Et c'est Pierre Mauroy qui me rappelle et qui me dit, moi, du côté des socialistes, non, on veut pas tellement. Mais enfin, si tu cherches quelqu'un, il y a un type qui veut y aller, c'est Bernard Tapie. Au fond, Tapie, c'est formidable, c'est une idée géniale. Pourquoi pas Tapie? Je l'ai appelé et il a immédiatement dit, OK, j'y vais. Là, tout de suite, il veut y aller. Détachez-moi. Je vais l'exploser, etc. Ravi. Il sait déjà, il part gagnant à fond. Là, il y a un coup formidable à faire et un coup d'image très positif. Affronter le monstre, c'est comme faire don des châteaux de Bokassa à l'enfance malheureuse. J'affronte le monstre, je suis un type bien. Le 8 décembre, les deux hommes se retrouvent sur le plateau. Chacun semble prêt à en découdre. Le duel peut commencer. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui ouvre les hostilités. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Dans ce genre de match, il faut essayer d'envoyer l'adversaire dans les cordes le plus tôt possible. Tapie contre Le Pen, l'avocat de la bande des quatre contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Tapie joue cool, hein, il laisse filer un petit peu, mais il prépare son coup droit. Il est concentré et il est prêt à la joute. C'est exactement comme un boxeur. Même nous qui étions sur le côté, on sent il y a une tension physique. Et tout de suite, il attaque Le Pen sur un terrain quasiment physique. Vous avez donné un temps de parole à chacun, il commence déjà à empiéter sur le mien. La différence, c'est que si à un moment il dépasse la limite que moi je me suis fixée, je deviens pas blanc et je ne deviens pas KO. Il savait qu'il fallait lui faire peur physiquement pour le déstabiliser. Parce que c'est comme ça que Le Pen gagnait lui. Il n'a pas peur, lui, d'utiliser le même registre que Le Pen. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, oui, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Il n'y a absolument pas de fond. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps ni l'un ni l'autre de dire plus de 3 mots, qu'on est dans l'algarade et dans l'apostrophe.
Bon, ils en rajoutaient chacun pour pouvoir crever l'écran. Et donc, il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National, parce qu'il n'est pas... Vous êtes un grotesque. Ensuite, vous êtes monsieur... un pitre, monsieur. Le match Le Pen-Tapie, c'est le match entre deux populismes. Tapie-Le Pen, on disait populisme de gauche contre populisme d'extrême droite. Vous avez dit, attention, écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous dépassez la limite. Ne dites pas d'énormité comme ça, et ne me menacez pas physiquement. Tapie, à un moment donné, donne l'impression qu'il va se lever et qu'il va aller filer une mandane à Le Pen. Attention, écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite. Il le regarde d'une manière qui montre que c'est pas du bidon. Et je le connais, c'est pas du bidon. Ne dites pas d'énormité comme ça, et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Je me lève pour te casser la figure. C'était limite, mais c'était fort. Hein, je veux dire, ça a plu, quoi. Ça a plu dans les chaumières. Finalement, de ce débat, on ne retiendra que cette joute verbale et physique entre les deux hommes. Pour la première fois, un homme politique parvient à prendre Jean-Marie Le Pen à son propre jeu. À la sortie de l'émission, nous avions séparé les combattants. Donc moi, j'avais ramené Jean-Marie Le Pen pour se faire démaquiller. Et un peu interdit, il m'avait dit « Mais vous avez vu comment il m'a parlé au début ? Mais vous savez qu'il allait me sauter dessus. » Mais vous croyez qu'il m'aurait cassé la gueule ? Alors, je lui dis, mais écoutez, je sais pas. Je dis, alors, il y a du culot quand même. Et parce que vous savez, moi, je suis vieux, alors vous avez vu comment il est braqué. Toute la presse le lendemain titrait « Tapie écrase Le Pen ». Tapie le sauveur. Tapie le sauveur ambigu. Tapie le sauveur critiquable, mais Tapie le sauveur quand même. Il s'est mis à représenter quelque chose à côté du PS. Il a été considéré comme un personnage qui pouvait apporter à la gauche à la fois la modernité, l'esprit d'entreprise et la combativité antiraciste. Et François Mitterrand l'a bien compris. Le 2 avril 1992, Bernard Tapie entre au gouvernement. Il devient ministre de la Ville et participe ce jour-là à son premier Conseil des ministres. Il a un sourire, on dirait un gamin à qui on vient de donner son plus beau cadeau de Noël, quoi. Il est radieux là-dessus. Quelques jours après, il me reçoit dans son bureau et il me dit « Regarde ». C'est le gosse de la Courneuve qui est devenu ministre. Ça, là, il le ressent vraiment. C'est pas la fin. Pour lui, c'est le début. Voilà. Ça y est, il arrive maintenant, enfin, dans le cercle, dans le dernier cercle. Pour lui, l'entrée au gouvernement, c'est aussitôt se dire voilà, puisque je suis ministre, je pourrais être Premier ministre. Et si un jour je suis Premier ministre, alors là, tout devient possible. Il l'a vraiment pensé. Depuis toutes ces années, Bernard Tapie n'a cessé de gravir les marches de la notoriété, toujours dans le même sens, du bas vers le haut. Mais cette ascension va cette fois brutalement s'interrompre. Après le temps de la gloire, voici celui de la chute. En 1993, Bernard Tapie est ministre et toujours président de l'OM. Marseille, le foot, la folie, et puis l'affaire, une étrange affaire. Mais avant cela, il y aura des larmes de joie. Munich, 26 mai 1993. L'Olympique de Marseille devient ce jour-là le premier club français à remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Sur la pelouse, Bernard Tapie explose de joie et il n'arrive pas à cacher son émotion. L'instant est historique, on ne cesse de le répéter. Ça y est, vous l'avez. Plus dire. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Moi, j'ai rarement vu mon père pleurer. À la fin, il est en larmes complètes. Il a la voix qui est brisée. Voilà, ça, c'était des émotions extraordinaires. T'es comme des fous. Hein. T'es halluciné, complet. Le retour sur Marseille, c'était indescriptible, quoi. C'était indescriptible. Ça faisait quand même 37 ans que la France courait après le titre de champion d'Europe. Et
C'était arrivé grâce à Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie a fait briller les Marseillais, il les a rendus beaux. Voilà. Bernard Tapie a rendu beaux les Marseillais. Lorsque vous êtes supporter de l'OM, vous ne pouvez pas être plus heureux. La fête est belle, mais elle va être de courte durée. Car dans la presse, entre les lignes à la une affaire commence à faire parler d'elle. Une affaire qui va coûter très cher à Bernard Tapie, l'affaire VAOM. OMVA, on n'était pas préparé, quoi. On n'était pas préparé à cette affaire du tout. Pour ça aussi qu'il l'a si mal géré. Parce qu'on sort de l'euphorie d'être champion d'Europe, de la joie que c'était, à se retrouver dans ce truc-là. Ils nous ont fait vite retomber de notre nuage, quand même. Ça a duré quelques jours. Tout commence ici, dans les calanques de Marseille, 8 jours avant le sacre de Munich. À l'occasion d'une émission de télé, tous les joueurs de l'OM sont réunis sur le Fossea. Ce jour-là, Bernard Tapie est inquiet, car avant la finale européenne, son équipe doit se rendre à Valenciennes pour un match du championnat de France. Et le patron de l'OM veut protéger ses joueurs. Il a peur que certains de ses joueurs soient blessés et ne puissent pas disputer la finale à Munich. Et c'est ça qui va l'inciter à parler à 3 joueurs de l'OM pour leur dire « Bon, vous connaissez des joueurs à Valenciennes, appelez-les avant le match pour leur dire qu'ils ne fassent pas les cons, qu'ils ne nous cassent pas pendant le match. » Quelques jours plus tard, Bernard Tapie insiste auprès du directeur général du club, Jean-Pierre Bernès. Il dit à Bernès, tu te démerdes, je veux pas que ces connards de Valenciennes me cassent mes joueurs. Parce que le match, il a lieu 4 jours avant la finale de la Ligue des Champions. C'est une affaire banale qui part comme ça, je pense, et qui après devient une énorme merde. Car après le match, un joueur de Valenciennes lâche une bombe dans la presse. C'est le défenseur Jacques Lasman. Il raconte qu'un joueur de l'OM, épaulé par Jean-Pierre Bernès, a tenté de le soudoyer. Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Des révélations qui sèment le trouble. Mais pour l'instant, personne n'accuse directement Bernard Tapie. Au lieu de se faire oublier, il se met lui-même en exergue. Tapie n'est pas dans le dossier avant qu'il n'y entre spontanément. Il n'avait pas de raison. On ne pouvait pas penser que cette médiocre affaire d'achat de joueurs pouvait remonter aussi haut. Seulement, le 23 juin, Bernard Tapie et son avocat se rendent au palais de justice de Valenciennes. Ils veulent s'entretenir avec le procureur chargé du dossier, Éric de Montgolfier. Ce jour-là, Bernard Tapie va tenter une nouvelle fois d'instaurer un rapport de force. Il arrive là, sûr de lui. Une des premières phrases de Bernard Tapie a été de me dire qu'il quittait l'Élysée. De toute façon, pour Tapie, m'a-t-il semblé de dresser le décor. Voilà, je suis un homme puissant, de pouvoir, je quitte le président. Voilà, il faut que vous compreniez, monsieur le procureur, n'est-ce pas, c'est quel homme je suis. Après le rapport de force, les flatteries. Oui, quelqu'un comme vous, dans ce petit tribunal, vous méritez mieux. Voilà, du Bernard Tapie. Entreprise de séduction, sur fond de pouvoir présidentiel, quand même. Je vois ce procureur assez distant, un peu ironique, pas coopératif pour dessous. Et Tapie qui se bat comme un lion, mais qui n'arrive pas à accrocher. Il sent bien que cette fois-ci, il n'a pas réussi à charmer. Il ne vient pas m'expliquer qu'il n'y est pour rien. Il vient m'expliquer qu'il ne s'est rien passé. C'était sans doute une faute stratégique importante. Une faute stratégique. Car Bernard Tapie ignore l'existence d'un nouvel élément dans l'enquête. Le jour même, les gendarmes ont retrouvé une grosse somme d'argent liquide enterrée dans le jardin familial d'un des joueurs corrompus. Le dossier comporte désormais une preuve. Alors est-il vraiment dedans ou bien il intervient à la périphérie ?
C'était la question de ce dossier. Et c'était sans doute pas la plus facile. Franchement, si Tapie n'était pas Tapie, je ne suis pas sûr qu'il serait retrouvé un jour devant le tribunal correctionnel. Seulement, Bernard Tapie n'entend pas changer d'attitude. Et dans cette affaire, il a peut-être aussi sous-estimé son adversaire. On a compris qu'on avait affaire à un procureur atypique, un procureur qui ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Donc très vite, ça tourne à un face-à-face entre deux taureaux. J'ai le sentiment que, faute d'être entendu dans ces dénégations, Bernard Tapie est en train de s'en prendre aux magistrats. C'est sans doute plus simple, je sens que la démocratie progresse. J'attends que les autorités de tutelle réagissent pour savoir si elles trouvent normal, si c'est dans le cadre de sa fonction, effectivement, de faire une conférence de presse par jour. Le juge, strictement attaché à sa tâche, respecte strictement le secret et moi j'affole la meute. Et donc on a un procureur qui décide de parler de façon à contredire, et on est 2 ans avant le procès, la parole de Bernard Tapie. C'était assez impressionnant des deux côtés, hein, parce que l'un ne se démontait pas, Tapie, et l'autre était courageux, Montgolfier. L'occasion est trop belle pour le procureur. Il va devenir l'une des vedettes. Pourquoi aurait-il fallu lui laisser le champ libre? Je n'avais pas l'intention, puisque j'avais pris la décision de requérir l'ouverture d'une information, de le laisser détruire dans l'opinion publique l'idée que je défendais. Savoir qu'on ne peut pas acheter un match de foot. Le face-à-face dure plusieurs semaines. Et plus Tapie attaque le procureur, plus il s'enfonce dans l'affaire. Très rapidement, ça devient un feuilleton. Pendant l'été 93. Tous les jours, il y avait un truc nouveau qui arrivait. Bon, il était impensable que Tapie ne soit pas condamné. Voilà, moi je l'ai ressenti comme ça de façon, mais alors évidente. Hein. C'est pas le procès au MVA, c'est le procès Tapie. Mais la faute à qui? Même le président de la République se rend compte que Bernard Tapie est dans l'impasse. Alors, à l'occasion de son discours le 14 juillet, il tente de prendre la défense de son ancien ministre. Et il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie, une intelligence et une énergie. Mitterrand, c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber ceux qui, à un moment précis, ont œuvré dans un sens qu'il juge bon. Alors, pourquoi le mêler pour l'instant à cette affaire, alors que, à ma connaissance, et je sais si on en parle du matin au soir sur les télévisions et dans les radios, alors que le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé, en tout cas dans les instruments de justice. Mais cette fois, l'intervention du président de la République ne va pas aider Bernard Tapie, bien au contraire. On est quand même devant l'indépendance des juges et on a le chef de l'État qui balaye, minimise un petit peu cette affaire-là. C'est choquant. Bon. C'est une ingérence. C'est reçu, c'est très mal reçu ici sur place. J'ai trouvé ça misérable. C'était bien la première fois que le président de la République intervenait dans un de mes dossiers. Ben, qu'est-ce que ça va changer? L'intervention du président de la République ne peut effectivement plus rien changer, car le procureur a trouvé une faille dans la défense de Bernard Tapie. Quelques jours plus tôt, il a reçu une visite étonnante au palais de justice, celle de Boro Primorac, l'entraîneur de Valenciennes. Primorac demande un rendez-vous à Éric de Montgolfier, le procureur, en lui disant Bernard Tapie a fait pression sur moi pour que l'histoire n'aille pas plus loin, voilà, pour qu'on arrête là. Quand l'information sort dans la presse, Tapie nie tout en bloc et jure qu'il était ce jour-là avec un ancien ministre socialiste, Jacques Mélic. Mais cet alibi ne tient pas. Tout ça va se retourner comme un boomerang contre les intéressés. Mais Tapie va jusqu'au bout, j'allais dire résister, quoi. Il va nier l'évidence.
Jusqu'à présent, il avait été fantomas, vous voyez, celui qui gagnait, qui faisait gagner les petits contre les grands. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se casse vraiment et qui se ternit vraiment dans son image. À la base, il y a une couille, il y a une connerie qui est faite. Et après, on ne sait pas comment se démerder pour rattraper la connerie et l'étouffer. Et là, on fait que des conneries 2 fois plus grosses. Mais c'est un peu Tapie, ça. Jamais pris de cours. Je réponds à tout trop vite. Oui, souvent trop vite. Et là, il rencontre le mur, mais il ne rencontre jamais le mur à 20 à l'heure. C'est toujours à 200 à l'heure qu'il est en train de rouler. Le destin de Bernard Tapie est en train de basculer. Son talent, sa détermination, le soutien du président, tout ce qui lui avait permis de briller dans les affaires et dans la politique se retourne contre lui. La machine judiciaire va s'emballer, et pas seulement elle. Comme toujours, il faut désormais brûler l'icône que l'on a tant aimée, et tous ceux qui avaient des comptes à régler avec lui vont vouloir en profiter. En pleine affaire au MVA, une cascade de procédures s'abat sur Bernard Tapie. Il se retrouve poursuivi pour abus de biens sociaux, falsification de comptes et fraude fiscale. Ce sont des dossiers qui avaient du poids et qui reposaient sur, effectivement, des charges avérées. Certainement, il a dû commettre quelques conneries, l'ami Tapie. Il a dû commettre quelques grosses bêtises. Brusquement, il est devenu la quintessence de tout ce qu'on reprochait à la gauche à ce moment-là. C'est-à-dire de confusion des affaires et de la politique, c'est-à-dire de manipulation de la justice, etc. Et ça a cristallisé autour de lui. C'est la période la plus noire pour lui. Tout s'est accumulé, les procès. Tout d'un coup, les juges qui avaient été extrêmement déférents avec lui se sont mis à en remettre. Quand on en écrase beaucoup, il y en a après beaucoup pour... si un jour vous êtes à terre, pour vous taper dedans. Et les choses s'accélèrent. Le 28 juin 1994, après une demande des juges, l'Assemblée nationale vote la levée de son immunité parlementaire. Il est inquiet tous les jours depuis un moment. Il sent quand même que ça monte. Mais on a quand même par moment ri au téléphone et rigolé. Et Tapie disait... Attends, j'ai de l'eau jusqu'au genou et je sens les piranhas qui commencent à me bouffer les mollets. Et cette impression ne tarde pas à se confirmer. Le lendemain matin, la police vient le chercher à son domicile de la rue des Saints-Pères à Paris. Les flics se présentent chez lui à 6h du matin, forcent le portail de sa porte d'entrée avec leur voiture et vont le cueillir dans son lit. On y va, on défonce la porte comme si on avait un tank, on rentre dans les appartements, on va le chercher. Quand les flics débarquent dans sa chambre, il y a bagarre, parce que bon, c'est son réflexe premier. Je crois qu'il a bien attrapé le premier flic qui a débarqué dans sa chambre. Ouais. Bah oui, parce que... Enfin, je veux dire qu'à la base, qu'est-ce que c'est que ça de débarquer comme ça? C'est comme si c'est tout juste si c'était pas les mains sur le mur à regarder si on n'avait pas 10 kilos d'héroïne. Et il est menotté, il est emmené à 6h du matin. C'est l'affaire de la fraude fiscale qui vaut à Bernard Tapie cette interpellation. Après un long interrogatoire au palais de justice de Paris, il est finalement relâché, mais le pire est à venir. Un mois plus tard, le 29 juillet, les huissiers viennent à son domicile saisir ses meubles. Ce jour-là, des dizaines de journalistes assistent à ce spectacle médiatico-judiciaire. Quand je suis arrivé donc à son domicile, il y avait 3 ou 4 camions de télévision avec les antennes paraboliques. Les journalistes campaient. Ça campait. Attends, il se passait tous les jours un truc. Pourquoi bouger, hein? Il y avait des camions de déménagement, une quinzaine de déménageurs et 3 ou 4 huissiers qui embarquaient tout ce qui était dans son domicile. Les meubles et les œuvres d'art de l'hôtel particulier de Bernard Tapie saisis aujourd'hui, c'est Le Crédit Lyonnais réclame le remboursement immédiat de tous ses emprunts, soit plus d'1 milliard de francs. Le système Tapie s'écroule et la France entière assiste à sa ruine devant son poste de télévision. À l'intérieur de son domicile, Bernard Tapie fait face aux huissiers. Et il s'est adressé à eux. Je vais vous dire quelque chose. Quand on va à la chasse aux papillons et qu'on se manque, on risque rien. Mais quand on va à la chasse aux lions, il ne faut pas se manquer. Et ils étaient un peu perturbés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et tout cela n'est pas terminé.
Nouveau rendez-vous judiciaire et nouvelle humiliation. Le Crédit Lyonnais a également obtenu la mise en vente de son hôtel particulier. Le 13 décembre, la banque organise une visite pour des acheteurs potentiels. Des centaines de curieux viennent visiter les lieux. Il y avait la queue dans la rue de Saint-Père, tous les gens qui venaient visiter un bien qui était à vendre, qui à l'époque était estimé à 200 millions de francs. C'était le parc Astérix, visite gratuite du parc Astérix. On se doute bien qu'il n'y a pas, parmi les 2000, une personne qui va venir sérieusement acheter l'hôtel particulier. Ouais, racontez-nous comment c'est. C'est surprenant. C'est-à-dire Surprenant, un petit Versailles. Il y avait des petits vieux qui cachaient leur appareil photo dans les parapluies. Ils ont piqué un dentifrice dans lequel éventuellement Bernard Tapie, avec lequel éventuellement il se lave les dents, tu vois. Waouh. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, c'est plus au même de rigoler. Voilà ce que j'en pense. Ça rassure, dans une certaine mesure, un peu. On se dit, ah, lui aussi, il peut lui arriver des malheurs. Humilié, ruiné, Bernard Tapie ce jour-là n'a plus qu'un seul pilier sur lequel s'appuyer, sa famille. À commencer par ses parents, ils sont venus le rejoindre depuis le début de ses déboires. On s'est tout de suite habillés tous les deux et on a été à Paris. On y a tout de suite été le voir. On est une famille assez... on ne se laisse pas tomber les uns aux autres. C'est plus presque un clan qu'une famille. C'est pas le clan des Siciliens, mais c'est un clan. Et dans ces moments-là, Bernard Tapie peut compter aussi et surtout sur une personne, Dominique, sa femme. Toujours dans l'ombre, toujours discrète, mais toujours à ses côtés depuis 25 ans. Sa femme est tellement importante pour lui que c'est ce qu'il ne montre pas. C'est le trésor ou le secret de Tapie qu'il n'a envie de montrer à personne. Son vrai équilibre et sa vraie force, à lui, c'est sa femme. Et dans le négatif, elle n'est pas là, il n'est plus là. Ça, j'en suis sûr. Elle est un pilier très fort de l'édifice de sa vie. Elle a 100 fois plus de force que lui. Elle est 100 fois plus forte que lui. Mais il n'y a aucune comparaison. Au jour d'aujourd'hui, si on a encore notre père, c'est que grâce à elle. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. On avait une arme à feu à la maison, ma mère l'a retirée. Elle l'a retirée. Parce qu'à un moment, elle s'est dit et s'il pète un plomb, et s'il va la chercher, quoi. Voilà. Et le fait est qu'un jour, il lui a demandé où elle était, quand même. Pourquoi? Donc même le plus solide des hommes peut à un moment se retrouver par terre et se retrouver vraiment au fond du trou. J'ai le souvenir de ce repas où à un moment, première fois de ma vie, je vois ça de mon père, il pose des couverts, il se met à pleurer. Des trucs qui me semblaient totalement impensables. Mais il n'y a qu'ici, dans l'intimité de sa famille, que Bernard Tapie ose craquer. En dehors, il n'affiche aucun signe de faiblesse. Au contraire, à l'approche de son procès dans l'affaire VAOM, il se montre plus arrogant que jamais. Bernard Tapie n'a pas du tout mesuré le risque judiciaire qu'il encourait à Valenciennes. Nous sommes le 13 mars 1995, devant le tribunal correctionnel de Valenciennes. Et c'est un Bernard Tapie qui arrive à l'audience, sûr de lui. Il se dit, on ne peut pas me condamner là-dessus, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de preuve, je vais donc être relaxé, je peux donc y aller tranquille. Jusqu'à présent, Bernard Tapie s'en est toujours sorti grâce à son assurance et sa force de persuasion. Mais ici, dans l'enceinte du tribunal, il ne parviendra pas à déstabiliser les juges. Elle n'a pas arrêté l'audience, des mimiques, des jeux, on voyait bien qu'il jouait avec les juges. Bernard Tapie, encore une fois, omniprésent, arrogant, qui ne cède en rien, et donc qui, par conséquent, attire l'agacement des magistrats. Le président il pose à Tapie une question à laquelle on lui donne une réponse très simple. Mais le président ne comprend pas.
Tapie le regarde d'une façon extrêmement méprisante. Écoutez, monsieur le président, je vous répète, mais essayez de vous concentrer un peu. Il va se faire rappeler à l'ordre par le président qui va le menacer même d'expulsion. Vous avez déjà pris un carton jaune, là, non? J'étais limite. On m'a pas laissé beaucoup souffler. Mais j'adore ça. Oui, vous le voyez, je suis abattu. J'espère que vous ne manquerez pas de le dire. La sagesse eût été, sans doute, de prendre du recul. Non, il ne peut pas. C'est pas dans sa nature. Il faut qu'il soit là, devant. Le problème, c'est que finalement, il a fini par le convaincre qu'il avait été également devant dans l'entreprise de corruption. Au fur et à mesure, l'étau se resserre autour de Bernard Tapie. Et c'est Jean-Pierre Bernès, le principal accusé, qui va faire basculer définitivement l'affaire. Bernès dit, voilà, je l'ai fait, mais c'est à la demande de Bernard Tapie. C'est-à-dire que Bernès se présente en exécutant et Bernard Tapie en donneur d'ordre. Est-ce que c'était Bernès? Il aurait pu, Bernès. Et Tapie se met en avant. Donc même Bernès paraît un second couteau par rapport à Tapie. Ce jour-là, la défense, elle est anéantie. 15 mai 95, le verdict tombe. Bernard Tapie est condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et subornation de témoins. Une peine lourde qui se veut exemplaire. Quand vous voulez être un symbole, vous entraînez des peines symboliques. Et il est clair que la peine qui a frappé Bernard Tapie, pour moi en tous les cas, telle que je l'ai requise, est une peine symbolique. Ce qui était quelque chose qui était un peu grand guignol, qui était quelque chose qui faisait sourire, qui était cette espèce de feuilleton interminable, on se dit, voilà, ça finit par la casse-prison. Là, on rigole plus. Je pense que si Bernard Tapie n'avait pas organisé tout ce battage médiatique autour de ce dossier, s'il avait laissé les choses se faire normalement, il ne serait pas allé en prison. Je pense que ça ne le justifiait pas, au regard des faits. Mais le problème, c'est que de ce dossier, il a fait autre chose. Et que même l'intervention du président de la République, il l'a payée. Et le procès en appel n'y changera rien. Bernard Tapie va devoir maintenant affronter la pire épreuve de sa vie. La détention. Nous sommes le 3 février 1997. C'est aujourd'hui que Bernard Tapie doit se constituer prisonnier à la maison d'arrêt de la Santé à Paris. En début d'après-midi, son avocat Jean-Yves Liénard arrive rue des Saints-Pères afin justement d'organiser son départ. J'y trouve un Tapie entouré de sa famille, vivant avec une certaine élégance, un certain panache, ses dernières heures de liberté. Et dans l'appartement, tout le monde s'interroge. La prison, c'est quoi? C'est le cachot? Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce qu'on y fait? Combien de douches on a par semaine? Enfin bon, toutes ces questions qui se posent à n'importe qui devrait subir cette épreuve. À l'extérieur, des photographes guettent le départ de Bernard Tapie pour la prison. Au moment où il a fallu qu'il parte, donc on s'est pris dans les bras, on a pleuré. C'était un jour terrible. Et puis arrive la question fatidique, c'est comment je vais y aller? Et pas question que les journalistes me suivent pendant le trajet. À un moment donné, je lui dis, écoute, moi je te cache dans mon coffre. Et pour tromper les journalistes, 2 voitures banalisées quittent dans un premier temps la rue des Saints-Pères. Tous les journalistes les ont suivis. Et puis moi je suis sorti, naturellement. Puis, quand Stéphane Tapie franchit le portail, aucun journaliste n'imagine que son père est dans le coffre. Bernard Tapie doit maintenant se rendre au palais de justice, mais avant cela, il veut profiter d'un dernier moment de liberté.
On vérifie évidemment qu'il n'y a pas de journalistes qui nous ont suivis. Il sort du coffre, il s'assied à côté de moi. Et puis, il veut aller respirer un peu l'air pur, donc je l'emmène au bois de Boulogne. T'as ton père dans ta voiture, il est à côté de toi. T'es en train de tourner dans le bois de Boulogne et tu te dis je prends l'autoroute, quoi. Direction l'Italie, un bateau, les Barbades est terminé, quoi. Plus personne ne le retrouve. Et puis après tu te dis ouais mais bon. Alors après il me dit bon faut qu'on y aille. On arrive quai des Orfèvres. La voiture rentre, ma voiture, je la rentre dans la cour. Et dans la cour, Stéphane Tapie assiste au départ de son père entre deux policiers. Donc il me faisait des signes, tu vois, genre ça va, t'inquiète pas. Je suis resté dans la cour, errant. Et je le voyais passer de pièce en pièce. Tu te dis, c'est pas un cauchemar, c'est pire qu'un cauchemar, quoi. Le soir même, Bernard Tapie arrive à la prison de la Santé en fourgon cellulaire. Une incarcération sous le crépitement des flashs, comme un point final à ses aventures. Bernard Tapie est placé dans le quartier des personnalités, à l'écart des autres prisonniers. Il passe ses journées seul dans une cellule de 10 mètres carrés et très vite l'enfermement lui est insupportable. On va l'enfermer dans une cellule VIP, mais où il n'y a même pas de télévision ni radio et où il ne peut parler à personne. Et il pourra simplement, une demi-heure par jour, dans ce qu'on appelle le camembert, c'est-à-dire sur le toit de la prison, grillager, faire des allers-retours dans quelques mètres de béton. Et c'est tellement brutal que cet enfermement va complètement le briser. On voit qu'il est marqué à mort. Dès la première visite, c'est plus le même. Il est tout en bas, tout en bas. J'ai jamais vu comme ça. Et Bernard Tapie craque lors d'une visite de son épouse. Il lui avoue même qu'il est au bord du suicide. Moi, j'ai vu ma mère comme je l'ai jamais vue, là. Elle est rentrée, elle a passé des coups de fil de partout. Et malheureusement, c'était inefficace, en plus. Il n'y avait personne, là, pour le coup. Un jour, ma mère a quand même fait un enregistrement. Elle a appelé le ministère de la Justice. Elle a dit « Monsieur, je tiens à vous dire que j'enregistre cette conversation et que mon mari est au plus bas, que s'il se passe quelque chose, je vous en ai informé. Vous le savez, ce sera votre responsabilité. » Donc vous voyez, elle est allée au plus loin qu'on puisse aller. Et après 3 semaines de démarche, Dominique Tapie est enfin entendue. Elle obtient le transfert de son mari à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Là, on savait que ça allait être autre chose. Pour un truc tout con, c'est que c'est une prison dans le sud. Et que dans le sud, Tapie, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un héros. Donc on savait que quand il arriverait à Luynes, ça serait des conditions beaucoup plus favorables. Et effectivement, dans cette maison d'arrêt, quelque chose va changer. Je suis allé voir à Luynes. Et j'ai entendu un brouhaha montant des cellules avec le bruit des gamelles sur les grillages et « Allez l'OM, allez Tapie, allez !» et qui montait comme ça. C'était une véritable icône à l'époque, pour le prisonnier ordinaire. À Luynes, Bernard Tapie est toujours considéré comme quelqu'un à part et même sa famille bénéficie de conditions de visite particulières.
On était assez privilégiés, nous autres, parce qu'on allait le voir dans une pièce, on n'était avec personne. Le parloir, c'était le parloir des avocats. On n'avait même pas besoin de papier. Ils nous connaissaient. Ils avaient un truc très mignon avec ma mère. Ils se donnaient un rendez-vous virtuel. Je crois que c'était à 8h du soir. Et ils s'étaient chacun promis qu'à 8h, ils faisaient rien d'autre que penser à l'autre. Bernard Tapie va ainsi réussir à tenir jusqu'à sa première permission de sortie. Ce jour-là, les journalistes ont été avertis. Ils l'attendent devant la prison. Mais Bernard Tapie veut à tout prix les éviter. Et pour cela, il va une nouvelle fois trouver une solution. Voilà, il a été convenu. On va mettre une moto, la moto va l'attendre, il va sortir, il va foncer à l'arrière. Bernard Tapie prend tout le monde par surprise et pour semer les journalistes, il ordonne même à son pilote de prendre l'autoroute à contresens. Et puis il n'aurait jamais eu l'idée d'aller faire des trucs pareils. Donc, mon père lui disait, bah, c'était le seul moyen de les larguer. Il va partir en sens interdit. Encore une fois, un sens interdit. Après cette permission, Bernard Tapie bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il dort toujours en prison, mais il peut passer ses journées à Marseille. Et c'est ici qu'il va séjourner, dans le petit appartement de ses parents. Il demeurait ici. Alors je sais qu'il était pas malheureux, là. Il faisait ce qu'il voulait, il était chez papa et maman. Bon, ça allait mieux, là, déjà. Hein. Il remontait la pente. Au total, Bernard Tapie passera 165 jours en prison. Le 25 juillet 1997, il est libre. Mais alors, dans quel état d'esprit est-il ce jour-là? Et surtout, que va-t-il faire maintenant? Le jour où il est sorti de là, il a dit maintenant une nouvelle vie commence, j'ai 20 ans et en avant. Il était comme au premier jour, frais comme un gardon, quand il est ressorti, ouais. Tout de suite. 3 semaines après, Tapie était revenu. D'abord, Bernard Tapie ne peut pas s'empêcher d'exister médiatiquement. Alors c'est un autre de ses talents qu'il va vouloir mettre en avant, la comédie. Il n'avait le droit de s'intéresser ni au sport, ni aux affaires, ni à la politique. Donc, il lui restait que le show business. Pourquoi pas acteur aussi, tiens. Allez, il manquait ça. Il a toujours été acteur, en fait. Sauf qu'il n'était pas dans un film, c'était dans la vraie vie, mais ça lui est naturel. D'abord, il a une popularité incroyable. Les gens viennent pour l'applaudir. Ils viennent pas pour le voir ou pour tester ou par curiosité. Ils viennent parce qu'ils l'aiment. Donc dès qu'il arrive, les gens applaudissent. Et c'est le théâtre qui assouvit son besoin fondamental de communiquer et de faire le mariole. Je retrouve l'homme au théâtre comme je l'avais connu avant. Parallèlement au théâtre, Bernard Tapie consacre son temps à une affaire, aux allures de revanche. Il poursuit en justice le Crédit Lyonnais, qu'il accuse de l'avoir trompé en rachetant sa société Adidas en 1993. La banque l'avait payé 315 millions d'euros avant de la revendre plus du double. Il estime qu'on s'est servi d'une forme de naïveté de sa part. Il arrivait en politique, il devenait ministre, il était ébloui par ça, il devait revendre très très vite Adidas, et donc il s'est pas méfié en fait. Se sentant lésé, Bernard Tapie se lance dans une offensive judiciaire. Il veut obtenir une réparation de plusieurs centaines de millions d'euros. Une vengeance qui a son prix, environ 1 milliard d'euros réclamés devant la cour d'appel. Ce serait le préjudice subi par le groupe Tapie lors de la vente d'Adidas en 93. Faux, répond le Crédit Lyonnais, qui a organisé la vente. On ne peut pas exclure que tout escroc qu'il ait pu être à un moment dans sa carrière, il ait aussi été escroqué par plus malin que lui. Je ne dis pas que c'est une certitude, personne n'en sait rien en réalité, mais c'est vrai que cette histoire de revente d'Adidas, ça envahit toute sa vie, et même ses proches nous l'ont dit. Il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça.
La justice n'ayant pas trouvé d'issue à ce litige, c'est le pouvoir politique qui décide de mettre l'affaire du Crédit Lyonnais entre les mains d'une juridiction privée. En juillet 2008, un tribunal arbitral donne raison à Bernard Tapie. À la clé, un chèque de 404 millions d'euros dont il ne touchera qu'une partie puisqu'il a encore des dettes. Fort de cette victoire, il va faire son retour sur un plateau de télévision et chacun de s'interroger, est-ce que Bernard Tapie a changé ? Eh bien voici la réponse. À quelques minutes du direct, le 18 octobre 2008, Bernard Tapie se concentre, en coulisses. C'est son grand retour à la télévision depuis sa victoire dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Il sait que les journalistes venus participer à l'émission ne vont pas le ménager. Parmi eux, Nicolas Doménac. Tous les journalistes m'ont dit, mais tu es faux, n'accepte pas, refuse. Mais moi, je le connais depuis 20 ans, il ne me fait pas peur, il ne m'impressionne pas. Et tout d'un coup, je vois débouler ce type, boxeur, très crispé, vraiment de violence. Et à ce moment-là, Tapie me prend la main, il me la broie quasiment sans me regarder, mais en essayant de faire passer le maximum de détestation. Et moi, un peu étonné, je regarde, je me dis, mais quoi, qu'est-ce qu'il me fait là? À quoi il joue? Bernard Tapie a attendu ce moment depuis des années finalement durant lesquelles, sur le fond, il était resté silencieux. C'est le match retour, hein. Il a perdu effectivement le premier, il l'a payé, il a payé sa dette à la société. Aujourd'hui, j'allais dire, il récupère les billes dans une certaine mesure, dans un dossier qui lui est favorable. Il y a un truc incroyable, 285 millions de 45 de préjudice moral. Il y a la crise, c'est vrai qu'on s'habitue un peu. On a même du mal à le prononcer, j'ai remarqué, c'est vachement dur. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans les... C'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup d'argent, énormément d'argent. Par rapport à ceux qui meurent de faim, monsieur Doménac. Je ne peux pas dire ça. Alors, je vais vous raconter quand même. Je vais vous dire quelque chose. Alors, est-ce que la procédure, elle est faite pour Bernard Tapie? Je vais d'abord vous expliquer. Il a retrouvé cette espèce d'énergie, de culot qu'il a eu tout au long des années 80 et au début des années 90. Alors qu'il aurait pu être quand même esquinté, amoché, tout ça par tout ce qui lui est arrivé. Mais j'essaie de vous expliquer. J'ai déjà entendu son plaidoyer. Il est toujours formidablement convaincant sur beaucoup de choses, mais avec une habileté, une force, une conviction. C'est pas de la conviction. Attendez, on peut dire. Mais je finis là et puis c'est fini. Voilà. 30 secondes. Ça fait 10 minutes qu'il est parti. Ça fait 10 minutes. C'est vrai. Il faut expliquer. Il est usant à regarder. Il est fatigant à regarder. Mec, il parle dans tous les sens. Au début, j'ai peur qu'il soit un peu trop technique et qu'on s'enferre dans des choses incompréhensibles. Et puis, après, j'ai un truc très simple. Hein. Quand je vois les gens rigoler en régie, et moi la première, et on a... Bon, même ceux qui ne l'aiment pas, ils disent « mais il est incroyable ». Et ils regardent. Vous m'expliquerez comment vous pouvez faire une combine en respectant les arbitres. Non, mais... Attendez, si vous dites qu'il y a une combine, ça veut dire qu'à un moment donné, les arbitres ont cédé. Soit une pression, soit un conseil, soit un cadeau. Vous ne pouvez pas, d'un côté, sortir les arbitres de votre suspicion et affirmer qu'il y a une combine. Ça, c'est l'article 1. Article 2. Contrairement à ce que vous dites, l'État n'a pas le temps, monsieur. Les gens ont ce sentiment aussi que Tapie leur fait un numéro qui est faux, qu'il les balade. Simplement, ils le trouvent sympa. Et il était sympa dans ses mensonges. C'est un menteur sympathique. Je veux dire, c'est encore une fois ce qui fait les grands esbrouffeurs. Il ment. Et en même temps, on ne peut pas l'en vouloir beaucoup. Voilà, il réussit ce tour de force. Mais ce n'est tout de même plus le même Bernard Tapie qui réapparaît ce soir-là. Les affaires, la politique, ses rêves de pouvoir, c'est terminé pour lui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, au bout du compte, il vous reste net dans votre poche. Il va me rester pas mal d'argent. Et avec ça, je vais faire beaucoup de choses. La première des choses, figurez-vous, car dans le délire qui m'épiquait le Fosséa, tout ça, c'est pas très grave. Mais il y avait 9 écoles de formation sur des jeunes qui sortaient de là. Je rouvre la première début de l'année chez Claude Bartolone, dans mon département 93. On va refaire la première école de formation pour les jeunes qui sont au chômage et qui sont sans formation. Il a toujours cette espèce de force, on sent cette force en lui, ce besoin d'être partout. C'est effectivement une nature, quoi. C'est un tempérament. Mais un tempérament qui finalement l'a éloigné de pouvoir jouer un rôle dans la politique.
Et c'était quand même ça qu'il voulait le plus, et c'est quand même ça qui lui tenait le plus à cœur. À la fin de l'émission, après le démaquillage, il est venu me voir. Il m'a donné son dossier avec ce côté canaille et chaleureux qu'il a. Et genre, c'est dire, voilà, je vous ai bien baladé, à la prochaine. Hein. Voilà, c'est lui. C'est comme un salut l'artiste qui vous fait, quoi. Tu as encore des leçons à prendre, petit. Comme il l'avait annoncé, Bernard Tapie ne se frottera plus à la politique. En revanche, renfloué financièrement, il revient à ce qu'il a toujours aimé faire, des affaires. Bernard Tapie ne sera jamais un retraité en charentaise, fumant un cigare, en buvant un verre de cognac, peinardement chez lui. Donc dès qu'il a eu de l'argent, il s'est mis à refaire du tapis. Il a acheté un bateau, il a acheté une immense propriété à Saint-Tropez, il a voulu lancer une OPA sur le Club Med. Tapie refait du tapis parce qu'il ne sait faire que cela. Ce qui l'amuse, c'est de montrer à tout le monde qu'il sait gérer. Et il raconte systématiquement et tout le temps comment les hommes d'affaires actuels lui disent « vous avez été le premier ». Il adore ça. Il adore avoir été le parrain de cette nouvelle économie. Il se voit comme cela. Mais l'affaire du Crédit Lyonnais ne tarde pas à ressurgir. Le recours au tribunal arbitral et l'indemnisation qui lui a été attribuée sont contestés. La Cour de justice de la République est saisie. Une somme de 400 millions d'euros, quel que soit le préjudice que vous avez subi, forcément ça choque, ça gêne, ça dérange, ça intrigue, ça interroge. Et à partir de là, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment mérité qu'il ait touché 404, disons, millions d'euros? Tout par-delà. La justice va ouvrir une procédure pénale et des juges d'instruction vont engager des poursuites pour escroquerie au jugement. Le soupçon est que l'arbitrage qui a donné raison à Bernard Tapie était truqué. Bernard Tapie a été mis en examen après 4 jours de garde à vue pour escroquerie en bande organisée. 96 heures de garde à vue pour Bernard Tapie, la plus longue audition depuis le début de l'enquête. Bernard Tapie est soupçonné d'avoir bénéficié d'un arbitrage biaisé en sa faveur. C'est un contentieux absolument inextricable. Chaque décision de justice est attaquée par la partie adverse. Ça devient une affaire tentaculaire parce que ça part dans tous les sens. On a du mal à s'y retrouver. Même, il n'y a que Bernard Tapie qui s'y retrouve lui-même. Et encore, quand il en parle, ça devient compliqué. Il y a plusieurs affaires. Effectivement, il y a l'affaire de l'arbitrage, mais après, il y a l'affaire de l'escroquerie à l'arbitrage. C'est une affaire gigogne, Tapie. Et donc, du coup, ça ne s'arrête jamais. Je vous confirme de nouveau que la relation qui va être prouvée entre moi et Stoup est nulle. Ça ne veut pas dire que je l'ai pas croisé, évidemment, mais elle est nulle. Et qu'il a rendu des consultations juridiques, aucune, non pas directement pour vous. Vous êtes en train de dire des choses, et je vous garantis que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Le 17 février 2015, cette bataille qu'il occupe depuis 25 ans connaît un nouveau rebondissement. La Cour d'appel de Paris annule l'arbitrage. Bernard Tapie est définitivement condamné à rembourser les 404 millions d'euros reçus. Il est catastrophé. On fait une interview de lui à ce moment-là, il nous dit « je suis ruiné ». Il suffit d'aller chez lui pour se rendre compte qu'il n'est pas ruiné. Mais il sait parce que c'est un homme d'expérience, il sait que ça va être très compliqué et que ses vieux jours vont être consacrés à se défendre contre la justice. Contre la justice et contre un autre adversaire qui apparaît 2 ans plus tard. Un nouvel ennemi dont il lie la cause à ses ennuis judiciaires. Il a mal au ventre depuis plusieurs années. Mais comme il est dur au mal, il prête pas beaucoup attention à cela. À un moment donné, la douleur est quand même assez pressante. Il appelle son ancien médecin de l'OM, qui lui dit qu'il faut faire une biopsie. On ausculte tout ça, et là on lui dit « mais vous avez un cancer ». Le ciel lui tombe sur la tête. Tapie ne boit pas, ne fume pas, fait 10 heures de sport par semaine. Et là, il avait tout imaginé. La ruine, des malheurs éventuellement dans sa vie privée, mais absolument pas qu'il puisse tomber malade. Et là, il se dit, je suis comme tout le monde. Peu de temps après la révélation de sa maladie par sa famille, les supporters de l'Olympique de Marseille profitent d'un match pour adresser des messages de soutien à leur ancien président. On peut lire dans les tribunes « Bernard, dans cette épreuve, reste le boss ». Ou encore « Courage, Nanar, on est avec toi ».
Tapie à Marseille, c'est comme Maradona à Naples, c'est un dieu vivant, au même titre que Zidane, quoi. Ce sont les deux symboles de Marseille. Tapie, il a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions en 93, et les supporters de l'OM lui sont redevables à vie. Quand vous avez 50 000 mômes qui vous donnent leur amitié, qui vous font un témoignage de leur affection, ça veut dire que vous avez servi à quelque chose. Ce sont des gens qui ont connu sûrement des moments de bonheur avec la Coupe d'Europe. Et de les voir aussi présents, moi, c'est la plus belle cure de chimio que j'ai jamais reçue. Ce qui a fait le plus vibrer Tapie, c'est ses activités dans le sport. Et c'est évidemment son septennat à la tête de l'Olympique de Marseille. Quand il est en train de lutter contre la maladie, quand il souffre, quand il n'est plus maître de ses mouvements et qu'il voit 40 000 personnes au stade Vélodrome lui dire « Nanar, tiens bon », il pleure. Je suis né dans un tiroir où normalement, quand on est né dans ce tiroir-là, dans ce pays, on y reste. Vous voyez, le tiroir, il était le plus bas que tu puisses imaginer, tout en bas. Ma vie, ça n'a rien été d'autre que de dire à ceux qui sont dans ces tiroirs-là, « Eh les mecs, il n'y a pas de raison que vous y restiez. » Il restera un parcours totalement unique, inédit dans l'histoire. Voilà, tout simplement. En tous les cas, dans l'histoire de France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tapie. Qu'on pense que c'est un type fort sympathique ou un escroc, un menteur, un manipulateur. Je dirais, peu importe. Il restera une personnalité incroyable qui a été au sommet dans différents domaines aussi variés que le monde des affaires, le sport, la politique. Il faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime qui est la mort. Et pour moi, c'est pas une catastrophe. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé. Mes petits-enfants aussi. Donc voilà, je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre là pendant quelques années. Et puis, on sortira vainqueur ou vaincu. Il se dit ce qui restera de moi, finalement, c'est quelqu'un qui est sorti du ruisseau, j'allais dire, et qui est arrivé au sommet. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui lui fait du bien, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il le répète comme un mantra. Il est fier de son parcours, même si il dit souvent « qu'est-ce que je me suis marré ?» C'est son grand truc, « qu'est-ce que je me suis marré ?» Il a explosé la terre entière, il a réussi à faire tout ce qu'il voulait dans bien des aspects, et tout en passant par la casse-prison. Enfin voilà, donc oui, il a une vie incroyable, et tout son passé ne le prédestinait pas à ça, bien sûr.